pour ça, je vais récupérer la feuille d'appel. Donc, Madame Marie-André Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclé, Madame Marie Calero, Madame Laurence Desfonds-Fargeon est excusée, elle m'a donné pouvoir, Monsieur Hervé Flogère, Monsieur Juan Garcia, Madame Laure Giton, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean Margarinos est excusé à donner pouvoir à Monsieur Hervé Flogère, Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier, Monsieur Claude Raoult est excusé à donner pouvoir à Madame Marie-Claude Bompard, Madame Cathy Ricard, Madame Bruna Romanini, Monsieur Benoît Sanchez, Madame Anne-Marie Souveton, Madame Virginie Vicente, Monsieur André Vigli et moi-même. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il vous est proposé de désigner donc notre secrétaire de séance. Il est proposé Monsieur Benoît Sanchez, qui s'abstient, qui est contre, à l'unanimité pour. Je vous remercie. Question numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal du 12 décembre 2023. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité pour. Je vous remercie. Question numéro 3, il s'agit de la dénomination du parking situé avenue Sadi Carnot à Bolène. Considérant la volonté de la communauté de communes de rendre hommage au capitaine Pierre Blanchet, mort pour la France le 18 juin 1944, résistant français et compagnon de la libération décoré de la Croix de guerre de la guerre 39-45, vous proposez de dénommer l'espace du capitaine Pierre Blanchet en lieu et place de ce parking, de donner votre accord sur la proposition que je vous fais et de procéder à la dénomination précitée. Ce parking donc va être ouvert premièrement dans un zonage bleu qui permettra à tout le monde de se garer rapidement, puisque vous le savez peut-être, mais début mars, le parking derrière l'ancien ED va fermer pour raison de travaux. Par conséquent, nous devions anticiper la création d'un parking. Deuxièmement, nous proposerons 2 heures de gratuité sur ce parking, contrairement à l'heure de gratuité dans les autres espaces des parkings de la ville, parce qu'il est plus loin et plus excentré du cœur de ville. Et enfin, il portera le nom de Pierre Blanchet en hommage à ce personnage. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité pour. Je vous remercie. Question numéro 4. Il s'agit d'une enquête publique environnementale concernant la demande d'autorisation de modification au projet d'extension de Georges Besse 2 pour l'unité nord. Madame Ricard, vous avez la parole. Merci Président. Donc, considérant que par courrier du 19 juin 2023, la société Orano a déposé une demande d'autorisation de modification substantielle de l'installation de l'INB 168 dénommée usine Georges Besse 2, que tout le monde connaît. Alors, considérant que le projet d'extension de l'unité nord de l'installation nucléaire de base 168 de l'usine Georges Besse 2, considérant que cette extension située sur la commune de Pierre-Latte permettra d'augmenter les capacités d'enrichissement de l'uranium dans le marché nucléaire civil, considérant que ce projet vise à anticiper une éventuelle pénurie à court et moyen terme en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine en ajoutant 4 modules supplémentaires d'enrichissement d'uranium par centrifugation, considérant que le projet vise à maîtriser la sûreté dans une installation nucléaire de base, considérant que le projet prévoit des recrutements dans les domaines de l'ingénierie et de la maîtrise d'ouvrage, l'assemblage et l'installation des centrifugeuses, considérant les retombées fiscales, considérant que l'étude d'impact réalisée dans le cadre de ce projet fait valoir que les rejets de l'usine liés à l'exploitation représentent moins de 1% de la radioactivité ajoutée à l'environnement, considérant que le projet n'augmentera pas de manière significative la consommation d'eau de l'usine grâce à une boucle fermée de refroidissement, considérant que le procédé d'enrichissement par centrifugation utilisé par l'usine et qui consomme 50 fois moins d'électricité que le procédé précédent,
représentant une réduction significative de la consommation électrique, considérant l'augmentation des capacités de l'usine en termes de traitement des déchets, considérant que l'amélioration du procédé de conversion et de baisse de la consommation d'électricité a réduit les émissions de gaz à effet de serre de plus de 80% en 2004 et 2016, considérant que les autres aspects tels que l'impact visuel, les odeurs, les émissions lumineuses, le bruit et les vibrations ne généreront pas d'incidents supplémentaires ni sur les riverains, ni sur les activités, le patrimoine architectural et culturel environnant. Considérant que le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet un avant-projet de décret à Orano Chimie, considérant que l'enquête publique se déroulera théoriquement au mois de mars-avril, considérant que le dossier d'enquête sera déposé en mairie de Pierre-Latte, considérant la demande de monsieur le préfet de la Drôme, considérant qu'il importe de rester vigilant sur les incidences sanitaires et écologiques de ce projet, le Conseil communautaire est invité à émettre un avis favorable au projet d'extension de l'unité nord de l'installation nucléaire usine Georges Besse 2. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité pour. Je vous remercie. Question suivante. Il s'agit cette fois d'une convention d'objectifs avec le département de Vaucluse, la communauté de communes et le Centre pour l'environnement et le développement des énergies renouvelables. Madame Ricard. Alors, il s'agit de reconduire une convention qui nous liait déjà à travers le projet SAR, qui a été signé en 2021 et qui nous permet d'avoir l'accompagnement avec le CEDER sur notre territoire, avec des permanences sur nos villages et sur la ville-centre, et d'accompagner les administrés dans des démarches d'économie d'énergie ou de réhabilitation de leur bâti pour mieux protéger et isoler leurs habitations. Considérant que ce processus est parfaitement adapté à la transition énergétique que nous devons aborder et qu'il est fort utile que nos administrés soient conseillés de façon objective, CCRLP souhaite reconduire ce partenariat pour l'année 2024 et c'est ce qui vous est proposé ici. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 6 s'agit du débat sur les zones d'accélération de production d'énergie renouvelable. Madame Ricard. Alors, vous avez tous certainement entendu parler de cet appel de l'État qui nous demande d'accélérer la transition énergétique sur nos territoires et pour ce faire, de mettre en avant des zones possibles où puissent être développées avec des démarches administratives plus courtes pour pouvoir propulser notre pays vers une transition efficiente. Il est demandé donc aux communes de permettre un débat et un échange avec leurs administrés, ce qui a été mené sur l'ensemble des communes ou va l'être pour celles qui sont les plus retardataires, dont Mornas d'ailleurs. Et ensuite, il nous est proposé ici ce soir, pour ceux qui le souhaitent, de participer à un débat et à un échange d'idées sur ces zones d'accélération que les communes ont donc proposées. Chaque commune a... Alors j'ai pu lire le document de la PALU Lamotte-Bolène et donc Mornas a proposé aussi son projet. On est un petit peu en retard, mais dès le 8 avril, tout sera délibéré et envoyé à la préfecture. Voilà. C'est important qu'on puisse avoir un débat ici. C'est important de prendre conscience que mener des projets en matière d'énergie renouvelable, effectivement, ça peut se porter sur une commune, mais ça concerne un ensemble de territoires et l'intercommunalité. Les 5 communes sont liées et il est important qu'à cet endroit-là, et la volonté de faire ensemble quelque chose de notre territoire, de respectueux, vertueux, et qui puisse nous permettre de porter des projets qui auront un sens pour l'avenir, pour nos enfants, c'est quelque chose d'essentiel. Merci Madame. Est-ce qu'il y a des questions, des observations dans ce débat? Monsieur le Président. Oui, Monsieur Mossy, je vous en prie. Merci Monsieur le Président, puisque c'est un débat
je vais donner ma position. Madame la vice-présidente a raison, il faut développer les énergies renouvelables, mais il y a un peu de précipitation dans le gouvernement, et je ne suis pas sûr qu'à la sortie, ça soit efficace de faire tout et n'importe quoi en matière d'énergie renouvelable. Et comme vous l'avez dit, on est sur un territoire certain, mais petit. Et le département du Vaucluse est un tout petit département, avec la particularité d'avoir une vallée du Rhône qui cumule les nuisances. Hein, j'appelle ça les 10 plaies d'Égypte, si on s'amuse à les rajouter. TGV, autoroute, canal, Paris-Lyon-Marseille, etc., etc. Et à un moment donné, on ne peut pas, de manière mathématique, dire tel département doit avoir tant d'éoliennes, tant de renouvelables solaires ou tant de méthaniseurs. Il y a des départements qui se prêtent plus que d'autres, et la vallée du Rhône ne se prête pas à ça. Et je tiens à le souligner. La deuxième chose, c'est que souvent, alors j'ai vu que la Palu avait fait un débat point par point assez détaillé avec une réunion publique. Tout ne se prête pas du tout à la région, parce que le territoire est contraint. Que l'agrivoltaïque, il y a le mot agri pour faire bien, mais souvent c'est que du voltaïque, il n'y a rien dessous. Donc je suis très méfiant vis-à-vis du voltaïque. Que dans le voltaïque, le contribuable et le consommateur payent 2 fois, parce qu'il y a des subventions pour installer des panneaux, et puis après le courant est plus cher. Parce que ce qui est revendu, il y a des tarifs garantis, ce qui fait que le consommateur va payer plus cher, donc on paye 2 fois. Et tout ça pour qui? Avant tout, et en plus, je rajouterai, on produit quelquefois une énergie qui n'est pas utile. Parce que le panneau solaire, il ne produit pas la nuit. Et qu'on a beaucoup de mal à stocker les énergies. On n'a pas encore trouvé les batteries. Donc la nuit, on rachète quelquefois du courant à l'Italie ou à l'Espagne, puis dans la journée, on en gaspille et on paye aux gens qui ont installé des panneaux solaires du courant qu'on n'utilise pas. Donc il y a un paradoxe. Au moment où on dit que c'est la fin de l'abondance et qu'il faut faire des économies, on fait dépenser et aux contribuables et aux consommateurs un peu plus. Alors qui sait et à qui ça profite? Ça profite d'abord dans un premier temps à ceux qui installent les panneaux, parce qu'il y a des subventions. Mais les subventions, c'est nos impôts, c'est les contribuables. Et puis ça profite à ceux qui vendent des panneaux qui ne sont pas toujours fabriqués en France. Alors comme en ce moment on nous parle de consommer français à tous les niveaux, si on était capable, comme les États-Unis, à fabriquer des panneaux solaires moins chers que les Chinois, je comprendrais qu'on pousse sur le solaire. Sauf que souvent les panneaux viennent de Chine, et en plus on ne sait pas toujours les retraiter. La preuve, c'est que certains panneaux aujourd'hui installés sont obsolètes, mais on ne les remplace pas parce qu'on ne sait pas comment les traiter. Alors j'ai lu le document avec intérêt. Il va de soi que sur les bâtiments publics, sur des bâtiments industriels, sur certains bâtiments agricoles, sur certains bâtiments privés, on peut être favorable. On peut être favorable parce que c'est déjà de l'autoconsommation d'abord, donc ça paraît logique. Ça permet à des industriels ou à des collectivités locales de moins dépenser, donc c'est logique. Donc là-dessus, ça ne me choque pas. Je me pose une question, on s'est posé une question, c'est concernant les entrées au nord, où on a le problème du lest. Est-ce que installer du photovoltaïque aux entrées au nord, c'est raisonnable? Et puis ça concerne aussi le photovoltaïque sur la carrière Pradier. Les riverains nous ont fait remarquer qu'on leur avait promis autre chose. Et aujourd'hui, au lieu d'aménager le site en lac, on l'aménage en panneau. Je dirais que celui qui exploite la carrière est 2 fois gagnant. Il ne fait pas l'investissement d'aménager. Et puis, il retirera peut-être quelques bénéfices de l'installation des panneaux. Voilà ma position sur ce sujet. Je ne suis pas contre les énergies renouvelables, mais je pense qu'il faut avancer avec raison et avec efficacité. Merci, Monsieur le Président. Merci à tout le monde. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Moi, juste dire 2 mots sur ça. D'abord, vous avez raison, on n'a pas attendu le gouvernement pour déployer les énergies renouvelables sur notre territoire. Et vous aurez remarqué que la précipitation du mois de janvier, qui a conduit toutes les préfectures de France à venir recenser toutes les zones où il est possible de déposer des panneaux, d'abord, ont au moins un bénéfice, c'est de laisser, et on le critique souvent, que l'État nous impose
mais pour une fois, on a la possibilité d'avoir sur nos territoires le choix de définir des zones où l'État nous impose rien. Et je crois que c'est quand même bien de venir le préciser dans cet État qui se centralise de plus en plus et que je regrette, comme beaucoup d'entre nous autour de la table. Moi, je vais vous dire l'exemple de Bolène. On a profité de cette énergie renouvelable pour identifier des secteurs qui sont très intéressants, notamment les toits des ateliers techniques de la ville de Bolène, qui sont pour certains amiantés, et pour lequel on a lancé un appel à manifestation d'intérêt avec la filière qui a répondu, Solarona, qui est une filière de la CNR, qui va nous changer l'ensemble des toitures amiantées sans qu'on débourse un seul centime d'euro, et en plus en produisant de l'électricité. Je crois que là on a fait une belle opération. Et on va mettre des ombrières sur le parking de la Cigalière, parce que en plein soleil, les gens finalement se disent il fait très chaud l'été, et en plus ça produira, voilà. Et si j'ai bonne mémoire, on récupérera une soulte qui n'est pas anodine de 700 000 euros dès la pose des ombrières sur la Cigalière. Donc vous voyez que quand on allie à la fois la gestion de l'argent public à bon escient, on peut avoir ça. Pour ce qui concerne des projets privés, je rentrerai pas trop dans le détail parce que d'abord ils rentrent dans des zonages qui sont soit autorisés par la loi, c'est-à-dire les reconversions de carrières. Vous savez qu'il y a des dispositifs de la loi. D'ailleurs, il y a des anciennes gravières qui sont devenues des lacs. Je pense à Bolène, le lac Braja, par exemple, qui est une ancienne gravière et pour lequel on a identifié, vous l'avez dû le voir dans notre document, la possibilité de faire ce qui s'est fait à Piolenc, c'est-à-dire du photovoltaïque flottant sur ce lac-là. Maintenant, il faudrait qu'il y ait un projet, un porteur de projet. Bon, ça donne la possibilité d'eux. Et puis ensuite, dans nos documents d'urbanisme, si vous n'êtes pas en zone U photovoltaïque, vous ne pouvez pas déployer le photovoltaïque. Donc ça veut dire aussi que c'est quand même à l'appréciation du maire d'autoriser, même pour un privé, la possibilité de mettre du photovoltaïque. En ce qui concerne les énergies renouvelables, mais bon, je suis peut-être pas encore, j'ai pas été très moderne sur la question, mais il me semble que l'énergie la plus efficace, c'est l'énergie solaire de toutes les énergies renouvelables. Donc voilà pourquoi on parle de cela. Puis parce que je pense que les gens en ont quand même assez de voir des éoliennes fleurir partout, qui détruisent le paysage et surtout n'apportent pas la capacité énergétique qu'elle devrait apporter par rapport à du photovoltaïque. Se pose la vraie question de la Chine, du retraitement des panneaux avec le silicium, le germanium, tout ce qui compose aussi les panneaux photovoltaïques, c'est un vrai sujet. Mais vous voyez, nous, sur la filière Solarona, monsieur Mossy, nous avons exigé que les panneaux soient français. Voilà. Est-ce que c'est un débat, donc je vous propose de clôturer ce débat, s'il n'y a pas d'autres interventions, et de passer au rapport numéro 7, monsieur le Premier vice-président, sur l'avis d'enquête publique de la ville de Bolène sur la modification de son PLU. Oui, merci Président, bonsoir à tous. Donc nous sommes là sur l'avis de l'enquête publique portant sur le projet de modification, la numéro 3, au plan local d'urbanisme de la commune de Bolène. Donc, vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L123-13-1 et R123-19, vu le courrier du 29 novembre 2023 de la commune de Bolène relatif à la modification numéro 3 du plan local d'urbanisme, vu l'avis favorable de la commission aménagement émis lors de sa réunion en date du 15 janvier 2024, donc considérant les modifications présentées au projet de PLU qui sont les suivantes: définir des orientations d'aménagement et de programmation, donc l'OAP sur les secteurs suivants: avenue Joseph Meige, parcelles AC 54 et 55, rue Claude Bernard, parcelles AV 259 et 260, ainsi que de modifier les dispositions réglementaires de l'AOP et du plan de zonage sur le secteur de la Croisière, délimiter un périmètre au titre de l'article L151-41-5 du CU sur le secteur de Valabrègue, c'est le périmètre de l'EPF, établissement public foncier. Actualiser les emplacements réservés, imposer un vide sanitaire de 70 cm, donc 0,70 m, et interdire les clôtures constituées de murs pleins et un mur bahut dans les zones soumises au risque de ruissellement, imposer la réalisation d'un vide sanitaire de 0,20 m dans les zones UB, UC et UD non identifiées comme étant soumises au risque de ruissellement, au risque par ruissellement du coup, réglementer les toitures terrasses, apporter une précision concernant les implantations en limite séparative, revoir les dispositions relatives au stationnement au sein des zones UB, UC et UD, intégrer l'équipement sportif situé sur les parcelles BT 20, 31 et 32 dans un secteur dédié, interdire les logements de fonction au sein des zones à vocation artisanale et industrielle, donc les fameuses zones U
E et d'autoriser sous condition en zone A les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles. Considérant que M. Alain Pivert a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif de Nîmes, et considérant que les pièces du dossier ainsi que le registre d'enquête à feuillet non mobile coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête publique à la mairie de Bolène pendant 35 jours consécutifs aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, donc c'était du 16 janvier au 19 février 2024, inclus sauf les jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle, donc tout ça, vu les dates. Et considérant que le commissaire enquêteur a reçu à la mairie les mardis 16 janvier 2024 de 9h à 12h, les jeudis 1er février 2024 de 14h à 17h et le lundi 19 février 2024 de 14h à 17h. Et vous êtes invité à émettre un avis favorable au projet de modification numéro 3 du plan local d'urbanisme présenté par la commune de Bolène. Merci. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Les rapports suivants sont des rapports de mise en conformité de procès-verbaux. Le rapport numéro 8, je passe très vite. Il s'agit d'un procès-verbal de mise à disposition de la voirie de la RD 204A pour 2424 mètres linéaires intégrés au patrimoine de l'intercommunalité située sur la commune de La Palue. Il convient donc d'approuver ce procès-verbal relatif à la mise à disposition de cette ancienne RD 204A dans le cadre de l'exercice de la compétence, création, aménagement et entretien de la voirie. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Procès-verbal numéro 9. Il s'agit cette fois du procès-verbal de mise à disposition des voiries avenue Sadi Carnot, 8 mai 1945 et la parcelle BB 382 qui correspond au parking que nous avons dénommé Pierre Blanchet, situé sur la commune de Bolène. Pareil, il s'agit d'un procès-verbal de mise à disposition. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le rapport numéro 10, il s'agit de l'avenant de la convention de gestion d'entretien des voiries communautaires situées sur la commune de Bolène qui découle du procès-verbal que nous venons d'accepter et d'avoir un avenant à cette convention de gestion d'entretien suite à ces mètres linéaires ajoutés. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Question numéro 11, il s'agit cette fois de la RD 204A que nous intégrons dans la convention d'entretien pour 2424 mètres linéaires que nous venons de délibérer. Et donc nous faisons un avenant à la convention de gestion d'entretien des voiries. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Question numéro 12, il s'agit d'un avenant à la convention de gestion des équipements scolaires communautaires situés sur la commune de Bolène. Est-ce que vous avez des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 13, Madame Ricard, c'est une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage sur un PAV situé sur le chemin du Parassac à Mondragon. Alors, vu l'avis favorable de la Commission des finances émis lors de sa réunion en date du 20 février, considérant l'opportunité de faire aménager par les services techniques... Pardon. Je t'en prie. Vu l'avis favorable de la Commission finances émis de sa réunion en date du 20 février, considérant l'opportunité de faire aménager par les services techniques de la ville de Mondragon un PAV situé chemin de Parassac et relevant de la compétence de la communauté de communes, considérant que le budget prévisionnel de l'opération est estimé à 12 000 €, le conseil communautaire est invité à valider la convention de maîtrise d'ouvrage telle que jointe à la note de synthèse et autoriser le président à signer la convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 14, c'est une modification de l'intérêt communautaire des compétences optionnelles, notamment sur celles qui touchent les équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. Nous proposons de rentrer donc, dans ces intérêts, donc de modifier nos statuts en tant que tels, de modifier la délibération du 13 mars 2018 du Conseil communautaire relative à la définition,
en intégrant un équipement qui est en train de se développer, je pense au cinéma. Il est proposé de reconnaître, chers collègues, l'intérêt communautaire au titre des équipements culturels, les locaux municipaux qui sont mis à disposition de l'association du Cinébol pour assurer l'exploitation du cinéma dont le rayonnement est intercommunal, puisque chacun peut ici profiter de ce cinéma qui a une vocation intercommunale, à l'échelle par exemple de l'espace aquatique, et donc proposer d'adopter, de modifier cette délibération sur les intérêts communautaires, d'ajouter à l'intérêt communautaire, bien précisément à compter de vendredi 1er mars 2024, le rez-de-chaussée côté ouest de l'hôtel de ville affecté à l'exploitation d'une licence de cinéma, partie de la parcelle BZ94 pour une superficie d'environ 150 m², et de préciser que les modalités financières de ces modifications feront l'objet d'une révision de l'attribution de compensation en application des décisions qui seront prises en conséquence par la commission locale d'évaluation des charges transférées qui se réunira à ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous en remercie. Il s'agit d'une convention de prestation de services avec le syndicat d'énergie vauclusien. C'est un audit énergétique de bâtiments. Vous avez eu accès à cette convention. Le projet de convention de prestation de services et notamment le reste à charge est de 11 160 € à payer au syndicat d'électrification vauclusien après déduction des aides sollicitées. Il s'agit d'approuver le projet de convention et qui désigne à l'article 3.1 les prestations avec les équipements, de faire un audit énergétique des bâtiments, l'espace aquatique intercommunal qui est énergivore et qui donc, sur la question de la facturation électrique, nous amène à nous poser ces questions-là. Mais bon, vu l'année de la construction et vu la réalisation, nous ne faisons que réparer, je dirais, le temps qui passe sur nos équipements. Le groupe scolaire Péry, Curie, le groupe scolaire Pergot, le groupe scolaire Dolto, pour un total, toute taxe comprise, de 11 160 € à payer au SEV. Vous êtes donc invités à approuver ce projet de convention, à approuver la participation financière et enfin à autoriser le syndicat d'énergie vauclusien à percevoir les aides sollicitées pour le compte de la communauté de communes. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, monsieur aussi. Un peu en écho à ce que vous avez dit tout à l'heure, avant de se lancer dans les grands projets de photovoltaïque ou d'énergie renouvelable, la première des choses, c'est de lutter contre la précarité énergétique. Et vous avez raison, des bâtiments publics et des bâtiments privés. La meilleure des économies, c'est ce que dit souvent Madame Ricard, c'est ce qu'on ne dépense pas ou ce qu'on ne produit pas. Et aujourd'hui, dans le Vaucluse, on a 8% de logements insalubres et précaires. Il vaut mieux subventionner de la rénovation de logements que subventionner des énergies qui vont être dépensées inutilement parce que les bâtiments ne sont pas isolés. Donc moi, je suis d'abord favorable à très favorable à ce qui est présenté et favorable aussi à ce qui a été présenté tout à l'heure, parce qu'il faut lutter contre la déperdition énergétique. C'est la première des économies et la plus utile parce qu'au moins, le consommateur dépense moins. Y a-t-il d'autres interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Question suivante. Il s'agit d'une approbation de la convention des rapports numéro 16 de mise à disposition d'agents de la commune de Bolène auprès de la CCRLP. On renouvelle ce qui avait plutôt bien fonctionné. Sur 480 heures annuelles de nettoyage, vous le savez, le personnel ATSEM de la ville travaille pour partie dans ce rôle d'ATSEM et pour partie sur des services, des fonctions d'entretien. Et par conséquent, comme le service d'entretien est au sein de notre collectivité porté par ce service, nous vous proposons d'approuver les termes de la convention de mise à disposition d'agents de la commune auprès de la communauté de communes en renouvelant ce qui avait plutôt bien fonctionné et m'autoriser à signer cette convention. Vous avez tous les détails de cette convention et surtout la liste des agents dont je tairai les noms mais qui sont mis à disposition et que vous retrouverez dans la convention annexée à notre délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La question numéro 17, il s'agit d'une convention de mise à disposition d'un agent de la commune auprès de la commune de Bolène, puisque le transfert récent de la bibliothèque municipale, désormais intercommunale, dans le cadre du réseau de lecture publique, et notamment Monsieur Vidal, qui est son directeur, qui était son directeur et qui est désormais transféré dans cette mutualisation, avait pour
partie de son temps de travail, pour 20% de son temps de travail, la mission de diriger aussi l'archivage des documents de la ville de Bolène. Et par conséquent, sur ces 20% qui sont dédiés de son temps complet, il est proposé d'approuver une convention de mise à disposition lui permettant de continuer à mener cette mission. Voilà ce qu'il est proposé dans cette convention, dont il est proposé d'approuver et de m'autoriser à signer cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Question numéro 19. Il s'agit d'une dénonciation de convention de mise à disposition d'un agent de la communauté de communes Rhône-Lest-Provence auprès de la commune de Bolène dans le cadre du service communication, puisqu'il n'y a plus lieu d'être, puisque le service commun emporte, je dirais, cet agent qui assurait les fonctions de photographe à hauteur de 40% de son temps. Il vous est donc proposé de dénoncer cette convention à la date du 29 février. Je ne sais pas pourquoi, sûrement parce que c'est applicable au 1er mars, et m'autoriser à mettre un terme à cette convention d'application de l'article 4 de la dite convention, et enfin de m'autoriser à signer tout document qui se rapporte à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? La question numéro 20, il s'agit de la mise en place de pouvoir d'achat exceptionnel. En l'occurrence... La question numéro 18. Ah, pardon, je suis parti très vite. Merci. Oui, puisque je ne comprenais pas pourquoi, du coup, on parlait de... Hop. Question 17, on l'a faite. Question 18, pardon. Il s'agit d'une convention de service commun communication qui donc a été présentée au comité technique le 7 février, qui a reçu un avis favorable, à la ville de Bolène, qui a reçu un avis favorable au comité technique de la communauté de communes, qui consiste à regrouper le service communication qui permet justement de mutualiser les services comme nous l'avons fait sur la commande publique, comme nous l'avons fait sur les services techniques, comme nous le faisons aujourd'hui sur la communication, et qui permet à chacune des communes de pouvoir rentrer à la carte sur ce service commun, comme on le fait d'ailleurs sur d'autres services. Je vous ai donc proposé, avec normalement vous avez toute la partie d'études d'impact et la particularité du nombre d'agents, le matériel qui est mis à disposition, les ordinateurs et tout le matériel informatique, de pouvoir justement proposer cette mutualisation, d'approuver les termes de cette convention et de m'autoriser à signer cette convention et tout document se rapportant à ce rapport, avec mes excuses, parce que j'imagine que du coup la question suivante n'avait plus trop de sens. Mais comme ça fait 3 ou 4 fois que je vois ce dossier, pardon. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi, Monsieur le Président, je m'en excuse. Cette mise en place et les autres mises en place posent une question, posent plusieurs questions. La première, c'est comment quantifier de manière juste et parfaite les heures effectuées par le personnel pour la commune de Bolène et celle de la communauté des communes. Alors, on va peut-être me répondre qu'il y a une comptabilité analytique et qu'il y a des fiches de pointage et que donc, de manière précise, on peut savoir le temps passé, puisqu'il y a quand même 7 agents, donc ça peut vite basculer dans un sens ou dans un autre. Ce qui serait intéressant, c'est savoir comment on va mesurer ce temps passé. Et ça enchaîne sur la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque, si les choses ne sont pas faites correctement, que les autres communes qui n'adhèrent pas au processus de communication payent pour la commune de Bolène? Très bien. Donc, il faut se poser la question. D'autant, alors c'est pas un procès du tout, hein. Surtout que nos collègues ne sont pas là ce soir, c'est pas moi qui vais faire durer la séance. Hein. Ça pose une autre question, c'est que quand on lit la convention, il n'y prenait pas une attaque personnelle, mais quelque part, le président qui est maire, la DGS qui est commune à Bolène et la communauté des communes sont à la fois, quand on relit la convention, je crois que c'est l'article 4, mais j'en suis pas sûr, sont à la fois jugés partis. Donc il y a pas un risque, à un moment donné, pour les autres communes de payer quelque chose dont elles ne bénéficieraient pas. Alors peut-être qu'il fallait se poser la question de mutualiser pour l'ensemble des communes la mutualisation de la communication comme d'autres mutualisations pour diminuer les coûts, mais ça appartient à chacun.
Et encore une fois, je dirais, ce que disait la Cour des comptes en 2018, que j'ai dit l'année dernière au moment du DOB, qui s'appelle ROB maintenant, on fonctionne en guichet. On vient prendre ou laisser au sein de la communauté des communes on a besoin ou ceux qu'on ne veut plus mettre. Et puis, pour faire un peu d'humour, et supposons qu'en 2026, il n'y ait pas alignement des planètes. C'est la communauté des communes. Qu'est-ce qui va se passer? On va détricoter tout ce qui a été fait. On va créer du malaise dans le personnel. Donc, je pense qu'il faut, en matière de personnes, avancer prudemment et se rappeler que dans 2 ans, il y a des élections. Alors, je vais vous répondre point par point. D'abord, les collectivités ne peuvent plus vivre ni dans les grandeurs, les grandeurs, je dirais, les grandeurs folles des dépenses qu'elles pouvaient avoir par le passé et aujourd'hui, premièrement. Parce qu'aujourd'hui, nous avez vu, on le verra dans les orientations budgétaires, je dirais que quand même le périmètre et les contours du débat budgétaire 2024 qui s'ouvre à nous est quand même un peu plus noir que les autres années. Il arrive dans un moment qui est compliqué, il arrive dans un moment où les dotations de l'État diminuent, où l'impôt de production diminue, et je vous le dis, j'ai profité de l'occasion qu'aujourd'hui les 5 communes puissent se parler pour rationaliser les coûts. Alors on ne peut pas me dire que depuis de 2014 à 2018 on n'a rien fait alors que la ville-centre bloquait tous les transferts de compétences, qui a coûté, je vous assure, Monsieur Mossy, bien plus que ce que nous sommes en train de porter, c'est-à-dire que l'absence de choix et l'absence de partage des politiques publiques a fait que. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est la question du législateur. Ici, nous ne sommes pas l'Assemblée nationale, et donc nous n'avons pas le pouvoir de changer les lois. Mais la question du législateur qui a laissé l'appréciation aux communes de définir ce qu'ils souhaitaient et à la communauté de communes de définir l'intérêt communautaire. Intérêt communautaire, vous l'avez vu, qui était sur des compétences facultatives. L'intérêt communautaire permet de dire que oui, nous avons la compétence des équipements sportifs, mais non, nous n'avons pas tous les équipements sportifs. C'est peut-être une aberration, j'entends ce que vous dites, mais c'est ce que le législateur permet aux collectivités. Ce qui permet d'ailleurs à la ville de Bolène d'avoir un seul équipement sportif, une piscine, alors qu'elle a des stades et qu'elle pourrait très bien transférer la totalité. Mais on a déjà parlé, on ne va pas revenir. Moi, je veux dire quelque chose sur la neutralité et l'impartialité. D'abord, ce qui pourrait advenir au soir d'une élection malheureuse pour chacun de nous. Je dis chacun de nous parce qu'on n'est pas à l'abri, vous savez, que les élections, et c'est quand même ça la beauté aussi de la démocratie, c'est que le jour où on n'a plus envie de quelqu'un, on puisse le sanctionner dans les urnes. Je trouve ça fonctionnement plutôt agréable et démocratique. Eh bien, c'est très simple, comme c'est un service commun, il fera moins de dégâts que sur un transfert de compétences. Parce que le transfert de compétences a la capacité difficile de revenir en arrière. Une fois que la compétence est transférée, elle est juridiquement de l'autorité de la collectivité qui a récupéré le transfert. Et donc je veux vous rappeler quand même, puisque vous avez pu assister à nos débats, je veux rappeler du service commun que nous avions créé sur l'urbanisme, sur le droit des sols. Les autorisations du droit des sols, chacun ici ou là a essayé à un moment donné, au travers d'une ville de Bolène qui ne souhaitait pas à l'époque transférer sa compétence urbanisme, alors que je peux vous assurer qu'elle avait les services pour instruire l'ensemble des permis, a décidé de faire un service commun et de payer à l'acte pour délivrer un permis, etc. Le jour où il n'y a plus le sujet, d'ailleurs aujourd'hui ça vous pose pas de difficulté, la question de l'urbanisme, mais ça a été fait dans un autre sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a ici ou là des accompagnements d'autorités du droit du sol qui ne sont plus gérés par la communauté de communes, le service a totalement disparu, ça s'est fait d'ailleurs sans changer d'équipe politique à la tête de la collectivité. C'est aussi ça, je crois, la souplesse. On le fait pour le résine, on respecte la liberté de chacun, on le fait pour certaines compétences auxquelles certains maires ne veulent pas transférer la compétence. Vous l'aurez remarqué, je crois, puisque nous sommes rentrés dans le cadre du résine et nous ne sommes pas sur un transfert de compétences. Et puis, au-delà de ça, c'est que c'est le paiement à l'acte. Alors, je vais vous rassurer, très clair. D'ailleurs, vous posez la question sur le service communication, mais vous ne posez pas la question sur le service technique. Le service technique, on s'est appuyé sur le service technique de la ville de Bolène. Je vous rappelle, ça m'a valu des débats assez houleux hier soir,
sur l'augmentation des charges de personnel à la ville de Bolène, qui récupère 18 agents de la CCRLP, qui sont payés sur les charges de personnel de la ville de Bolène. Ça pose de problème à personne. Je suis passé de 11 millions d'euros à 13 millions d'euros de personnel. Et au passage, on va refacturer à un moment donné le travail qui va être fait. Et pour le coup, on essaie de créer des mutualisations dans les périmètres qui sont pertinents. Je m'explique. C'était plus facile de transférer un service commun technique à une collectivité qui a déjà un service technique élaboré, plutôt que l'inverse. Là, on s'aperçoit, je le dis, mais je ne le dis pas, voilà, je dis qu'aujourd'hui, le service communication de la ville de Bolène, alors je veux froisser personne, mais n'est pas le plus élaboré possible par rapport au service communication de la communauté de communes. Par conséquent, j'ai proposé à ce que ça puisse être passé dans ce sens. Mais je vous rassure, d'abord, dans un premier temps, le nombre d'agents qu'il y avait pour faire fonctionner le service à la ville de Bolène, mis à disposition de la CCRLP, seront ces charges supportées par la ville de Bolène qui met à disposition ce personnel, et les charges qui étaient supportées par la CCRLP seront toujours supportées par la CCRLP. À l'exception d'avoir deux directions du service communication, un pour la ville, un pour la CC, en l'occurrence, la directrice de la communication de la communauté de communes pilotera le service commun communication et donc le personnel qui est mis à disposition de la ville de Bolène. Nous avons donc là à la fois une complémentarité de la communication sur le territoire et surtout une volonté de rationaliser les coûts. Je crois qu'on a là, depuis 3 ans, l'occasion d'avoir, pour la première fois, hormis de 2005 à 2008, avec le maire de Bolène de l'époque, la possibilité d'avoir le maire de Bolène président de la communauté de communes pour rationaliser les coûts. Ça ne nous a pas posé de problème, monsieur Mossy, sur le service de la commande publique, exactement le même, avec 3 agents de la ville qui ont été transférés à la communauté de communes, qui font aujourd'hui un volet de 150 à 200 marchés par an et qui aujourd'hui pilotent la commande publique sur le territoire. On rationalise les coûts. Ma volonté, c'est aussi qu'on puisse rationaliser les commandes, parce que commander du papier, etc., commander des impressions, commander des visuels, etc., c'est aussi une rationalisation. Et puis après, ça sera une facturation, comme vous avez dit, à la prestation de service et à l'acte, comme ça s'est fait sur l'ensemble des services communs. D'ailleurs, à ce titre-là, il y a un règlement accessible par tous qui a été débattu en réunion de bureau, qui est valable pour tous les règlements intérieurs de services communs, que ce soit le réseau intercommunal de lecture publique, d'éducation artistique, de communication, de commande publique et des prochains, peut-être, services communs qu'on pourrait créer. Pour détricoter, comme vous dites, ou pour enlever un service commun, c'est très simple. Ça se décide par une délibération qui dit aujourd'hui on recompte tout le monde et on renvoie tous ceux qui doivent être pris par l'un, qui doivent être pris par l'autre. Et l'agent fait exactement la même mission. Il y a quand même des sécurités pour l'agent, comme il y en a eu pour tous les transferts. Aujourd'hui, on a des agents qui sont transférés sur certaines compétences, sur certains services, comme on a fait sur le balayage, ça ne vous posait pas de problème, sur le faucardage, qu'on a fait depuis 2017, où justement des équipements techniques, matériels, plutôt que d'acheter une balayeuse et faucarder dans chacune des communes, on a aujourd'hui une balayeuse et des conventions, des services communs de faucardage qui permettent d'appeler l'intercommunalité. Elle vient balayer dans votre commune, elle émet une facture à l'acte, comme on le fera demain. C'est aussi la question des écoles de musique, ce service commun. Les écoles de musique de la Palue, les écoles de musique du territoire, aujourd'hui ont été prises en charge depuis 2018 par la communauté de communes, au même titre. Et si demain, elles devaient vouloir revenir communales, elles retourneront dans le giron communal. On l'a fait avec l'accueil jeune, on l'a fait avec la commande publique. Et demain, on le fera sur les... Je proposerai cela parce que je pense que c'est important de travailler dans ce moment. On aurait pu le faire à un moment donné où on avait beaucoup de dotations financières. On ne peut plus le faire. On a perdu 3,6 millions d'impôts de production. Vous voyez bien que les finances d'aujourd'hui, ce n'est plus les finances d'hier. Et on essaie de rationaliser des coûts. Et on pourrait le faire d'ailleurs dans un service commun que je proposerai prochainement, parce que je pense qu'il faut y aller crescendo sur certains services, mais qui pourrait être la recherche de subventions à l'Europe, à la région, au département, qui permettrait à l'ensemble des communes du territoire d'abord de financer le poste de la personne qui serait chargée de rechercher des subventions, mais en plus de permettre à un plus grand panel des communes de pouvoir bénéficier de ce service. Et là aussi, ça pourrait être un service commun avec un règlement d'intérieur. J'ai besoin sur un projet de faire appel à cet agent pour chercher des subventions européennes, régionales, et à ce moment-là, je suis payé à l'acte. Donc, moi, je veux rassurer ça. Et je ne suis pas allé plus loin sur la démarche.
C'est là que je veux en venir. Sur la question des services supports, on aurait pu très bien proposer à l'ensemble des collègues de transférer des politiques supports, de finances, de ressources humaines, d'informatique, où on pourrait avoir une direction des systèmes informatiques qui aujourd'hui gérerait l'ensemble du parc informatique de nos collectivités. Ça n'a pas été notre souhait, mais pour cette raison. Parce qu'il me semble qu'il y a un moment donné, pour garantir la liberté de notre intercommunalité, au regard des 5 communes et sur l'accompagnement des 5 communes, il est bien d'avoir 2 directions des finances, il est bien d'avoir 2 directions des ressources humaines, je parle entre la ville-centre, et il est bien de pouvoir justement avoir des échanges sains, parce qu'on est tous humains, on est tous tentés, quand vous imaginez, on fait les transferts de compétences avec des transferts de personnel, si la DRH d'une de nos communes, parce que vous ciblez Bolène, mais ça pourrait être très bien la DRH d'une de nos communes, ou la personne chargée des ressources humaines, à la tête de la direction des ressources humaines de la ville, je pense qu'elle pourrait, ici ou là, inconsciemment, consciemment, ce que vous voulez, sans faire de procès d'intention à personne, vouloir à un moment donné dire, ben, pour ce transfert-là, on va peut-être favoriser celui-là, etc., etc. Donc je pense que l'impartialité et la neutralité, elles liées, mais on ne pourra pas m'empêcher quand même de vouloir redonner la place de la ville de Bolène dans une intercommunalité qu'elle a construite en 2005, et pour lequel, aujourd'hui, elle porte, je crois, et ça a été le débat, je ne veux pas parler de ceux qui ne sont pas là, mais de la question de la fiscalité, de ce qu'elle apporte dans le pot commun, et aujourd'hui de l'accompagnement qu'elle fait sur les politiques publiques. Je ne crois pas avoir été un président qui a oublié l'ensemble des communes, qui continuera à apporter des politiques publiques. On parlera tout à l'heure de 23 millions d'euros qui ont été portés en accompagnement direct sur des réalisations directes aux communes par la communauté de communes, et donc on continuera à le faire parce que ça va dans l'intérêt du territoire, pour répondre aux usages et notamment aux usagers dans des services. Donc sur votre question, je comprends vos craintes. J'espère que j'ai été clair dans les réponses que j'ai pu vous apporter sur la souplesse du système, sur la possibilité de revenir plus facilement qu'un transfert de compétences et surtout sur la volonté d'aller de l'avant et de permettre justement de réaliser des économies sur des directions qui sont mutualisées. La direction générale des services qui permet justement d'avoir un allègement des directions qui serait un directeur dans chaque, la direction de la communication, la direction de la commande publique, etc. etc. Je crois que c'est plutôt agréable. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Du coup, on comprend mieux, et je m'en excuse, la mise à disposition de l'agent de la communauté auprès de la commune sur le service communication que nous avons déjà voté. Le rapport numéro 20 est un rapport qui a fait débat au niveau national sur les organisations syndicales que je salue, j'en vois présente dans la salle, et qui avait eu ce débat sur la prime du pouvoir d'achat exceptionnel. Vous savez qu'il y avait un problème d'alignement sur la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière. Le président de la République avait proposé de mettre une prime de pouvoir d'achat à la fonction publique d'État et hospitalière, à l'appréciation des collectivités de le faire ou pas. Nous avons pris la décision, et c'est ce que je vous propose, de pouvoir verser la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle aux personnes qui rentrent dans ces grilles de rémunération que vous retrouverez en page 30 sur le rapport, avec des rémunérations brutes perçues au titre de la période qui couvre 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 pour bénéficier d'un plafond maximum de pouvoir d'achat pour un poste à temps complet. Il vous est proposé donc de dire que la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle sera versée aux agents, d'abord, selon ces conditions réglementaires, vous dire peut-être en off, parce que ce n'est pas dans le rapport, que 133 agents sur 163 bénéficieront et rentrent donc dans la grille de rémunération, et donc pour vous dire que cette prime a donc du sens, que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal 2024 que nous nous apprêtons à voter, et enfin de m'autoriser à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Bien évidemment, cette question a fait l'objet d'un avis favorable du comité social territorial en date du 7 février dernier. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Ouais, allez-y. Bien sûr, je suis très favorable. Ce que je souhaiterais, c'est que lors du rapport social,
on est le nombre de gens qui est 800 €, le nombre de gens qui ont touché 600 €. Alors vous allez me dire, vous pouvez le retrouver par les classes de revenus qu'il y a dans le rapport social, mais je ne sais pas si ça correspond exactement aux primes, pour justement situer un petit peu les rémunérations du personnel intercommunal. Voilà, c'est tout, mais très favorable à cette... C'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport numéro 21, c'est un préambule au débat d'orientation. C'est une présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Et vous aurez tous remarqué, chers collègues, que l'écart ne se creuse grandement et où notre collectivité a donc un taux. Je disais à la directrice générale des services, si j'avais présenté ces résultats à l'opposé, je crois que j'aurais été hué. Nous avons là l'inverse, puisque nous avons 70% de femmes dans notre collectivité, ce qui est plutôt remarquable dans le sens que veut donner ce rapport sur la situation de l'égalité femmes-hommes. Je pense que vous avez pu prendre connaissance de ces chiffres. Vous avez pu observer que, contrairement à ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, puisque je vous parlais que la prime allait être versée sur 163 agents, 133 agents sur 163. Dans ce rapport, il n'est compté que 140 agents, puisque c'est bien la question, vous l'avez vu, des contractuels de droit public, de droit privé et les fonctionnaires, et tous les saisonniers, toutes les personnes qui sont en accroissement temporaire d'activité, etc., ne sont pas pris en compte dans ce calcul-là. C'est pour ça qu'il y a un delta entre le 140 et le 163. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez l'ensemble des questions. On atteint quand même un palmarès sur la catégorie A, où désormais 100% du personnel de catégorie A sont des femmes. Et où nous avons une ventilation sur des temps de travail et sur des répartitions par catégorie hiérarchique et par statut. Voilà, c'est une obligation légale et je me dois, avant d'entamer le débat d'orientation budgétaire, de présenter aux membres de l'Assemblée délibérante ce rapport sur l'égalité. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte de ce rapport. Rapport numéro 22. Il s'agit du débat d'orientation budgétaire 2024, qui peut-être exceptionnellement depuis maintenant 10 ans sera certainement plus court que les autres séances, mais il me revient quand même de venir présenter quelques points. D'abord, vous dire la fierté de la majorité intercommunale de porter des orientations budgétaires dans un contexte difficile, à la fois pour les ménages comme pour les collectivités, qui, même si elles font moins de bruit que les ménages, souffrent avec une inflation qui est importante, 2,6 pour 2024. On était à 5,2 en 2023, du jamais vu au sortir d'une crise sanitaire qui présente une hausse très significative, à la fois sur le recours à l'emprunt par les ménages, qui impacte directement les fiscalités locales et l'assiette de fiscalité, et sur les hausses très significatives que nous avons connues jusqu'alors sur les taux d'emprunt pour chacun. Vous dire aussi que, aggraver pour les collectivités, que le sentiment, mais à la fois, ça n'engage pas la majorité, mais ça engage mon sentiment personnel, que c'est aggravé par le sentiment que l'État fait des économies sur notre dos, collectivité, à la fois sur la CFE, où on est la compensation promise par l'État après la réduction de moitié, on l'attend toujours, la question de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée, pour la question des entreprises, cette fameux impôt de production dont notre territoire ne vit que de cela, puisque, vous le savez, l'activité nucléaire est une énergie de production et par conséquent entache nos finances. Dotation de l'État qui se réduisent, dotation globale de fonctionnement, dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, dispositif destiné à soutenir l'investissement. Alors on voit naître ici ou là DETR, DSIL, CRTE, Fonds vert, plan relance, puis en fait on s'aperçoit qu'en fait, tout est la même chose, et puis chaque année, d'année en année, ces fonds changent de nom, mais les enveloppes ne grandissent pas. Mais c'est aussi, bien entendu, des capacités d'intervention de collectivités qui devraient être théoriquement autonomes sur des thématiques décidées par l'État. On voit naître, pour la première fois depuis très longtemps, des appels à projets annuels
désimperméabilisation de cours d'école pour cette année, résorption de réseaux d'eau usée pour l'année prochaine, etc., etc., qui incitent finalement à modifier nos plans d'action pour se coller et coller parfaitement à la question des subventions décidées par l'État. Et dans ce contexte, un petit peu, voilà, pas se plaindre non plus, se morfondre tout un débat d'orientation budgétaire, très bonne nouvelle. Nous maintenons une politique d'investissement très forte puisque nous avons réalisé, sans avoir recours à l'emprunt, plus de 6 millions d'euros en 2023, tout sur fonds propres, la preuve de la bonne santé financière de notre collectivité. Et nous prévoyons en 2024 6,9 millions programmés et c'est important de venir le préciser. À noter, par exemple, en 2023, qu'il y en a eu pour tout le monde, et c'est important pour nous d'apporter une équité, 1 million d'euros pour la rénovation et la sécurisation des écoles et des restaurants scolaires dans un plan pluriannuel qui permet justement d'accompagner tout le territoire. Des réalisations d'équipements sportifs, que ce soit un tennis couvert à Mondragon, que ce soit aujourd'hui des politiques d'accompagnement, de protection des risques d'inondation, qui est un point important attendu sur notre territoire. Et je salue l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ces questions, des digues, sur la question du LES, sur la question de l'accompagnement des travaux de protection de la ville de Bolène, mais aussi sur la question des DIG, déclaration d'intérêt général, sur la question des digues du Lauzon, sur tout ce qui fait finalement dans le silence la protection des populations que nous devons, et ce travail que nous faisons avec notre collectivité voisine Drôme-Sud-Provence, notamment pour protéger la palue de la digue, par exemple, Rémigère-Faïne, qui est située totalement sur la commune de Pierre-Latte et pour lequel chacun travaille à ce sujet, et notamment le vice-président Tony Garcia, que je veux saluer ce soir. C'est aussi 1,6 million pour la revitalisation de centres-villes, sur l'accompagnement des politiques publiques, commerciales, économiques. C'est 250 000 euros pour des bâtiments culturels, près de 270 000 euros qui ont permis à des agriculteurs qui n'étaient pas finançables par l'Europe de pouvoir avoir une station phytosanitaire pour laver justement leurs effluents phytosanitaires. 100 000 euros dans des zones d'activité que nous continuons à développer pour l'emploi. L'Interco, c'est aussi conforter cette dynamique avec un accent fort sur les questions de développement économique. Nous élargissons, nous agrandissons des zones d'activité, nous en créons, notamment sur la palue, mais aussi nous travaillons sur la question de l'avenir avec cette jeunesse sur le territoire, sur la question de la mobilité, avec ce schéma que nous souhaitons créer sur les pistes cyclables, ce recrutement justement d'un chargé de mission sur ces questions de pistes cyclables, de volets de mobilité, le faire de la gare de la Croisière le cœur d'un maillage de réseaux de bus et de mobilité que l'intercommunalité porte pour permettre à chacun de pouvoir se rendre dans les communes et d'irriguer de la gare l'ensemble des 5 communes de notre territoire. C'est le pari que nous faisons sur la formation, quand d'autres ont pris d'autres décisions il y a 16 ans, en fermant un centre de formation à Bolène. Nous faisons le pari de ne pas porter la même peut-être prétention ou la même, je dirais, présomption, mais d'arriver à porter à l'échelle d'un pôle de formation, de permettre d'accompagner tous ces acteurs de la formation qui font un travail remarquable. Ça me donne l'occasion de saluer l'ensemble des acteurs, notamment de l'éducation nationale avec le Greta, qui font de la formation dans le collège Boudon, par exemple, s'il fallait en citer un. Enfin, c'est la question aussi de faire finalement que notre jeunesse puisse être conservée sur notre territoire. Parce que quand on parle de la formation, c'est éviter que ces jeunes partent à Orange, à Valréas, à Ferdinand-Revoul ou ailleurs. Et quand on sait que les jeunes partent du territoire pour se former, ils n'y reviennent plus. Et donc, c'est cet accompagnement que nous faisons. Nous aurons l'occasion le 22 mars de lancer le premier forum Avenir Jeune à la Cigalière qui permettra justement de s'adapter à la transformation de l'emploi, des recrutements, de ces propositions à l'attention des jeunes, qui vient un peu compléter ce forum que nous avions dans les vacances scolaires et qui se faisait au lycée pour le forum de l'emploi. C'est aussi faire en sorte de se projeter vers l'avenir, je le disais. Nous continuons les investissements de manière colossale. Nous continuons à accompagner partout où c'est possible sur des isolations, comme vous le disiez tout à l'heure, sur la question de certains travaux, sur la question de mise en place de parking ou d'extension de zones d'activité. C'est aussi l'occasion de terminer des projets. Je pense à la chapelle Saint-Siffrin à Mornas. C'est la question de se doter de véhicules qui soient
en adéquation avec nos valeurs sur la question de la protection environnementale, c'est de pouvoir récupérer des terrains qui n'ont pas été réalisés sur une zone d'activité Notre-Dame et donc de permettre de continuer à développer l'économie sur notre territoire. C'est ce diagnostic thermique pour lequel vous avez voté favorablement et je vous en remercie tout à l'heure. C'est la finalisation de certains chemins, je pense au chemin des Aubépines à La Palud, qui rentre dans une phase 2 pour une hauteur de 150 000 € que nous faisons et que nous accompagnons. C'est la question aussi d'utiliser la valorisation de notre politique des déchets. Vous savez que nos déchets permettent de valoriser des colonnes, notamment la colonne de verre, la colonne jaune, la colonne bleue, et cette valorisation à peu près nous rapporte 250 000 € par an de recettes. Eh bien, nous réinjectons dans le budget 2024, c'est ce que je vous propose, c'est 250 000 € pour justement dépenser dans des investissements de colonnes, de bacs, recréer un cercle vertueux en renforçant ces volumes de déchets qui peuvent être valorisés. C'est le lancement, à la demande du maire de La Palud, de la rénovation du site ferry à La Palud pour que nous puissions demain pouvoir le réhabiliter. C'est aussi de la signalisation horizontale sur certaines voiries, c'est des ralentisseurs sur certains chemins, c'est la requalification sur le chemin du Parassac à Mondragon, c'est l'avenue Carnot à Bolène, c'est les accotements de Viarona à La Motte, c'est des enrobés sur un plateau sportif à La Motte du Rhône également, mais c'est aussi des revêtements, des bâtiments de communautés de communes. Le fait d'investir aussi sur les écoles de l'ensemble de notre territoire, permettre justement de pouvoir avoir cette souplesse d'intervenir lorsqu'une chaudière nous lâche ou lorsqu'il faut apporter des sujets de réponse à certains équipements. C'est aussi une place à noter sur la question des sentiers de randonnée, portés aujourd'hui par notre marque touristique Provence-Côte-Rhône et son office de tourisme intercommunal. C'est le lancement au travers d'un bureau d'études de plan climat air énergie territorial pour s'intégrer justement dans les dispositifs de l'État. C'est un budget dédié toujours à la gestion des milieux aquatiques dans cette période de réchauffement climatique pour permettre, avec ces pluies abondantes, de protéger les populations des risques de ruissellement et d'inondation, avec 500 000 € alloués à la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des risques d'inondation. Et enfin, c'est des politiques qui se terminent sur certains sujets. Je pense notamment sur la question du haut débit. Je veux rappeler que nous finaliserons en 2024 un plan ambitieux qui nous avait été proposé à 3,2 millions de mémoire de déploiement de la fibre sur le territoire. Quand je vois que certains territoires voisins sont en train de déployer la fibre, je crois qu'on peut être fier d'avoir porté le déploiement de la fibre qui a permis à des entreprises, à des professionnels de s'installer plutôt ici qu'ailleurs parce que justement il y avait la fibre. Il nous faudra donc payer la dernière tranche à hauteur de 603 000 € pour cette année dans les restes à réaliser. Voilà l'ambition que nous portons, celle de faire de la communauté de communes le premier financeur des projets des communes, comme nous l'avons toujours fait, au travers soit des attributions de compensation, qui sont bien au-dessus de la moyenne. Je rappelais que les 37% des dépenses réelles de fonctionnement pour la CCRLP, nous sommes à 25% en moyenne nationale, soit plus de 11 millions versés directement aux 5 communes en 2023. C'est quand même à noter. Les travaux qui ont été réalisés, qui prennent fin, et pour lequel j'appelle mes collègues maires à finaliser ces 646 000 € qui resteront dans ce budget 2024 sur les fonds de concours que nous avons initiés il y a quelques années et qui a permis de réaliser 23 millions d'euros de travaux dans les communes grâce aux fonds de concours depuis leur création. C'est aussi faire en sorte de prendre à sa charge dans les budgets de fonctionnement le fonds de péréquation. Ça parle à personne, mais vous le savez, il n'y a que les collectivités, je le disais tout à l'heure, qui sont asséchées. Il existe un fonds de péréquation dont le président François Hollande nous avait promis en 2017 de le supprimer. Et puis, force est de constater que 7 ans plus tard, il est toujours en activité. Ce fonds de péréquation qui est énorme, qui est plus de 2,1 millions d'euros sur le territoire, qui est reversé à l'État parce que notre collectivité se porte bien et qu'elle doit aider les collectivités qui sont en difficulté. Je crois que ça existe uniquement en France, mais il est quand même bon de le rappeler. Et c'est donc la communauté de communes qui le prendra intégralement par l'intercommunalité qui allègera de fait les budgets de fonctionnement de chacune des communes. C'est la poursuite de la mise en commun des services et des mutualisations de moyens, plus d'efficacité, le résine, l'accueil jeune, les services communs de commande publique, je le disais tout à l'heure, l'entretien des locaux, la question de l'office de commerce en 2023. C'est aussi les services communs, services techniques, communication, intégration de la bibliothèque dans le réseau, je le disais, et c'est aussi cette mise en commun qui donne enfin la possibilité pour la ville-centre de jouer pleinement son rôle sur les charges de centralité
comme elle l'avait fait d'ailleurs sur la question des espaces aquatiques. Elle le fait désormais avec le cinéma, et je crois qu'il y a là de belles perspectives à avoir. C'est aussi une gestion saine, 0 recours à l'emprunt, 1,6 million de résultats pour l'exercice 2023. Il n'y a pas de quoi faire taire les critiques de l'opposition si elles acceptaient de regarder les chiffres, mais je sais qu'elles auront encore quelques mots à dire là-dessus. 0 recours à l'emprunt en 2023. Les seuls emprunts actuels sont ceux qui ont été contractés pour transférer à la communauté de communes au moment des transferts de compétences, et des emprunts qui ont été réalisés pour financer un équipement qui sera porté sur plusieurs générations. Je veux insister là-dessus. Je pense à Interval, notre centre de valorisation. C'est aussi préserver, au travers d'un objectif clair, le portefeuille des ménages et des entreprises, les aider à amortir un contexte national difficile, une stabilité sur les taux qui ont été votés en 2023, la question de la taxe d'habitation qui ne bouge pas depuis longtemps et qui a même baissé sur les résidences secondaires, sur le foncier non bâti, sur le foncier bâti qui est à 0. Je crois que nous faisons encore partie de la seule collectivité de notre région à avoir un foncier bâti à 0%, et une cotisation financière des entreprises. Donc je vous le disais, plus de 45% des entreprises cotisent sur les bases mini pour justement les préserver, ce qui n'a pas forcément été le cas partout. C'est la question de l'analytique et de l'analyse du coût des déchets. Je l'ai dit plusieurs fois, cérémonie des vœux, je le redis publiquement ici ce soir, la poursuite d'un travail en cours pour réduire, optimiser le coût de la collecte et le traitement des déchets que nous devons à nos concitoyens. Voilà, mesdames, messieurs, chers conseillers communautaires, balayés rapidement, mais j'imagine qu'un débat va certainement naître, les sujets que je voulais vous dire. Notre territoire a beaucoup d'avenir, nous nous en donnons les moyens et nous le faisons en gérant sainement les finances de notre collectivité. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, Monsieur Mossy, je vous en prie. Je ferai moins que l'année dernière, comme ça on partira plus tôt. Je remarque une chose, c'est que, d'ailleurs dans le rapport c'est à la même page 7. Cependant, là, la communauté perçoit uniquement la part de compensation de la DGF des communautés de communes, car les reversements aux communes sont statistiquement trop élevés par rapport aux produits initialement transférés. La moyenne en France est de 25%. On a fait un peu de progrès, on est à 37,20, on était à 40 l'année dernière. Alors certes, on va me répondre que ça dégage pas beaucoup de sommes, mais ça en dégagerait un peu. Mais finalement, ça traduit, ce thermomètre, ça traduit le niveau de travail collectif qu'on est capable de faire ou de ne pas faire. Si on approche les 25%, ça veut dire qu'on a plus de choses en commun et un peu moins individuellement. La deuxième chose, et ces deux questions, Monsieur le Président, concernant le chapitre 70. On a une augmentation, on passe de 2 148 000 à 2 689 000. M'excusez, je n'ai pas l'habitude de prononcer les centimes, soit 25% de hausse. Est-ce qu'il est possible, lors de la présentation du budget, d'avoir le détail du chapitre 70, notamment par rapport à la restauration collective, qui est un sujet qui me tient à cœur? Est-ce qu'il y a augmentation ou pas prévue au mois de juillet de l'augmentation des repas servis aux enfants du territoire, sachant qu'on a un seuil de pauvreté important, je le rappelle, et beaucoup de familles monoparentales. Donc essentiellement des femmes qui ont des problèmes de mobilité, de garde d'enfants et de boucler les fins de mois. Ma deuxième question concerne le pôle médical. Je crois que c'est page 21, je ne sais pas si vous allez l'aborder après ou si on l'aborde dans la foulée. Il y a deux phrases qui ont attiré mon attention. Durant l'année 2023, des négociations sont déroulées pour l'installation au sein du pôle d'un centre de santé association salariant des médecins généralistes. Celle-ci a débuté le 15 décembre 2023. Je reviendrai sur cette phrase après. Parallèlement, le pôle médical a accueilli en avril 2023 la création et l'installation en son sein de CPTS, Nord-Provence, avec Orange, je crois, permettant aux professionnels de santé du territoire de s'organiser autour d'un projet de santé. Autant cette deuxième phrase, j'en suis ravi, puisqu'il y avait 11 EPCI l'année dernière qui avaient un CTPS sur 14 dans le Vaucluse. Aujourd'hui, on est à 13, il n'en manque plus qu'une, à ma connaissance, au dernier chiffrage. Et nous étions dans les 3 retardataires et nous avons comblé le retard. Donc, je m'en félicite et je vous en félicite. Ma question portera plutôt sur le problème de secrétariat que j'avais évoqué d'ailleurs dans mon intervention l'année dernière,
que s'est-il passé exactement, parce que ce n'est pas expliqué là dans le rapport, au niveau des 3 personnes, je crois, si ma mémoire est bonne, qui travaillaient au centre médical. Et aujourd'hui, on nous présente les choses comme étant positives et voulues. Je ne suis pas sûr, pour avoir entendu certaines personnes, que c'était voulu. Et même par les médecins, je n'ai pas eu tout à fait le même écho, mais peut-être que je me trompe. Et je souhaite me tromper. Je voudrais faire remarquer quand même que finalement de poser des questions, ça permet au président de développer et on apprend plein de choses intéressantes, comme vous avez pu le faire au cours de la soirée. Et je vous en remercie, Monsieur le Président. Bien, merci Monsieur Mossy. Et si vous étiez dans la majorité de Mondragon, vous sauriez encore plus de choses, chers collègues, parce que ainsi va la vie démocratique de nos communes et de nos commissions. D'abord, vous dire que je suis surpris par votre commentaire, parce que vous reprochez, vous mettez le point sur ces 25% comme un reproche d'accompagnement, alors que, à la fois, vous étiez pas forcément... vous exprimiez des inquiétudes sur les services communs, tout en étant pour la mutualisation, ce qui peut à certains égards être un peu paradoxal, puisque s'il n'y a pas de transfert de compétences, il n'existe de voie juridique que le service commun. D'abord, c'est le premier point, mais c'est la question que vous venez d'évoquer. Permettez-moi de venir sur ce point. Sur le chapitre 70, c'est très simple, on pourra vous ventiler, c'est tout ce qui est lié d'ailleurs au service commun et tout ce qui vient aujourd'hui, pas que, mais pour partie, sur la question notamment j'ai le montant sous les yeux, sur les produits de service en 2023 de 2148. C'est tout ce qui touche au service commun, le conservatoire de musique, tout ce qui touche à tout ce qui a pu être transféré. Donc c'est normal qu'on observe une augmentation significative. Sur la question du pôle médical, je vous trouve trop dur par rapport à la volonté et l'état d'esprit qui a régi notre collectivité dans un moment où vous ne siégez pas à la communauté de communes et pour lequel, même bien que vous ne soyez pas présent, nous avions quand même eu l'idée, pardonnez-nous, d'avoir le souhait de développer une offre médicale de qualité sur le territoire, puisque ce pôle médical a été inauguré, je crois, en mars 2018, et qu'il était d'ailleurs précurseur avec celui de l'Isle-sur-la-Sorgue. Il n'y en avait que 2 sur le territoire pour les EPCI concernés, et donc nous étions les 2 premières EPCI à proposer le pôle de santé et l'accompagnement. Et comme vous l'avez certainement vu, lu, entendu, les dispositions législatives sur les internats et les médecins qui sortent de nos universités, qui préfèrent vivre à Marseille, à Montpellier, à Lyon, à côté des pôles où ils peuvent disposer d'autres moyens que dans la ruralité, font qu'aujourd'hui, en n'ayant pas plus de médecins que ce qu'il en est possible, peut-être avec la fin du numerus clausus en 2032-2034, mais je pense qu'il va falloir continuer à se soigner et à vivre jusqu'en 2032-2034, eh bien les présidents de collectivités, et notamment la nôtre, se battent avec les moyens qu'ils ont, et je salue l'ensemble des maires d'ailleurs de notre territoire, qui se battent bien souvent dans des rapports de force qui ne sont pas égaux, avec des banderoles pour réclamer des médecins, quand on ne leur donne pas plus de dotation ni d'accompagnement de la part des dotations d'État via l'Agence régionale de santé, qui, je vous le rappelle, est décidaire sur la conférence territoriale de santé des zones d'intervention prioritaire, des zones d'action complémentaires. Et je vous trouve d'autant plus dur qu'on essaie d'accompagner là où c'est possible l'ensemble des projets, qu'on aurait pu faire d'autres choix et qu'on essaye d'accompagner, je crois, sur l'ensemble du territoire qui le souhaite, justement, de faire en sorte, au travers des politiques publiques, pas qu'intercommunales d'ailleurs, des dotations qui permettent justement d'accompagner ces dispositifs-là. Nous faisions partie, quand le maire de Bolène en 2018 ne souhaitait pas participer à la réalisation d'un pôle médical, qui était pourtant une compétence sur la clause générale de compétences que la ville possédait et pour lequel la communauté de communes n'avait pas de compétences, je tiens à le rappeler, puisque c'est au titre du développement des professions libérales que nous accompagnons le pôle de santé et non pas de la compétence santé. Nous l'avons fait quand même. Et est venue se durcir une disposition de la loi qui est venue dire, bon, il y a quelques travers, vous savez, c'est pas toujours aussi simple.
Il y a certains, notamment sur le nord de la France, qui vendaient leur cabinet médical, qui avaient des secrétaires au milieu, etc. Et vous savez que les collectivités payent pour toujours pour ceux qui sont en marge d'un système. Et donc est venu se durcir un peu la question du secrétariat, etc., etc. La question n'est pas aussi simple, et je veux saluer l'ensemble des collègues qui m'ont accompagné. Je pense au premier vice-président Benoît Sanchez, je pense à Marie-André Altier, je pense à toutes les équipes qui nous ont accompagnés administrativement pour recevoir par plus de 5 à 6 fois depuis ce pôle médical pour travailler à comprendre la question du secrétariat. Et je peux vous assurer que la réponse, si elle paraît simple de votre bouche, de la part des 6 ou 7 médecins que nous avions en face de nous, il y en avait peut-être 3, 4, voire 5 solutions proposées sur la question du secrétariat. De ceux qui voulaient aller à Doctolib, de celles qui voulaient salarier sans secrétaire, de celles qui disent « moi, il est hors de question, je sais travailler sans secrétaire », etc., etc. Nous avons eu 2 objectifs dans cette affaire. La première, c'est la protection et la préservation des intérêts du personnel, de faire en sorte que ce personnel, et je vous trouve très dur là-dessus, parce que vous savez, quand le docteur Vernois et le docteur Pujol, je les cite, et je les prie de m'en excuser, avaient une secrétaire à leur pôle médical et ne pouvaient pas rester. Le cabinet Mazars avait fait à l'époque une étude, en date de 2017, qui venait recenser l'ensemble des professions médicales sur le territoire, et qui est venu dire, vous avez une alerte rouge, ce personnel qui était secrétaire dans leur pôle médical ont été salariés par la communauté de communes, justement pour préserver leur profession, leur activité. Ça aurait pu être un tout autre choix. Nous aurions pu recruter des gens qui étaient extérieurs. Nous l'avons fait parce que humainement, on devait le faire. On a continué à l'accompagner. Et puis on s'est aperçu à un moment donné que les dispositions de l'accompagnement n'étaient plus tout à fait dans le cadre réglementaire que l'État avait souhaité poser. Vous parlez de la CPTS. La CPTS, c'est quand même bien une émanation avec l'infirmière de la Palue et le docteur Marchand de Bolène, que nous avons accompagné, dont nous avons mis à disposition une salle de réunion dans ce pôle médical pour pouvoir se réunir. Nous nous sommes battus, et nous nous sommes battus comme des chiens, parce que si nous ne nous étions pas battus, cher monsieur, aujourd'hui, la CPTS ne serait pas sur la ville de Bolène, mais elle serait rattachée à l'hôpital d'Orange. Et la garde, d'ailleurs, on s'est battu sur la médecine de ville. On n'a pas pu se battre vis-à-vis d'un système hospitalier, parce que certaines, sur ce territoire, avaient transformé un hôpital Louis Pasteur en centre-ville, en hôpital dont on nous avait annoncé que ça allait être l'hôpital du siècle. En fait, on n'a rien vu. Si, on a vu partir 23 lits de soins de suite et de réadaptation à l'hôpital d'Orange, parce que c'est ça l'EHPAD de Bolène aujourd'hui. C'est que le service a diminué alors qu'on nous avait promis qu'il allait être renforcé. Et donc nous n'avons pas tenu des promesses que nous ne tenons pas, comme nous le faisons pour tous les sujets. Nous avons modestement apporté notre contribution. Donc je peux comprendre que ce n'est pas à la hauteur, et nous nous battons. Vous parlez de la CPTS, c'est un des outils, mais il y a un autre outil, c'est la question de l'association qui a voulu se constituer dans le pôle de santé, qui salarie des médecins, parce que là aussi, il y a des médecins qui préfèrent être salariés d'une collectivité que d'être une profession libérale. Le département de Vaucluse le fait, l'association le fait. C'est un choix qu'on n'a pas souhaité faire et pour lequel nous avons accompagné tout de même des médecins. Je vous rappelle quand même, et je vais les citer, Dr Ayala, Dr Devesa, Dr Pujol, Dr Vernois. Voilà le panel quand nous avons regardé sur le paysage bolénois, sans compter les autres médecins. Or aujourd'hui, on est fiers quand même de compter 6 médecins généralistes sur ce pôle médical qui, si l'intercommunalité n'avait pas sorti 1 euro d'argent public, ne compterait certainement plus de médecins comme il en compte aujourd'hui. Donc, nous avons pris nos responsabilités, certes, comme nous le faisons sur d'autres thématiques, sur la question des digues, M. Garcia pourrait le dire mieux que nous, des engagements de l'État sur la GEMAPI, 40 ans de dérive sur la question des digues et des cours d'eau. Un jour, l'État dit, c'est désormais aux EPCI de gérer les digues. On gère les digues, on n'a pas plus de ressources. Ah si, il faut créer un impôt supplémentaire, mais on n'a pas plus de financement, on le fait. On a la santé, d'habitude, l'État permettait dans le numerus clausus de permettre des médecins de s'installer où ils veulent. Désormais, ils vont que dans des pôles où il y a des services et de la qualité. Mon collègue de Saint-Marcel d'Ardèche est venu me voir à Bolène, il m'a dit « Comment tu fais ?» Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a créé 8 des box et dedans, il y a 2 habitations et un bureau de tabac. Il n'y a pas un médecin parce qu'ils ne viennent pas. Donc on se bat, voilà. Et il faut se dire aussi que quand un médecin vient sur notre commune ou sur notre territoire, c'est qu'il quitte un autre territoire et qu'il ne sort pas forcément d'une faculté de médecine. Donc, modestement,
Nous n'en faisons pas des caisses, mais nous avons, je crois, répondu pour partie. Il y a encore des efforts à faire. Nous les ferons pour faire en sorte de... Mais nous les ferons dans un cadre réglementaire. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu quand même des condamnations, ici ou là, sur des aspects réglementaires qui s'inscrivent dans un cadre particulier. Mais bon, on ne va pas faire le débat de la réglementation sur la question de l'accompagnement des secrétariats dans les pôles médicaux. Voilà ce que je voulais vous répondre, si j'ai répondu à l'ensemble de vos questions, là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Le débat sur les orientations budgétaires est donc clos, chers collègues, et la séance du Conseil communautaire est terminée. Je vous propose de nous retrouver pour voter le budget suite à ce débat d'orientation qui aura lieu le 26 mars à la même heure dans cette salle. Merci à tous, passez une bonne soirée et à bientôt.